rien, un écrivain, bon, je pense que ça sera très intéressant. Hein. Il donnera son point de vue. Hein. Voilà, donc bon, ben, maintenant j'en viens à la conférence d'aujourd'hui. Donc Monsieur Stéphane Blanchonnet, président du comité directeur de l'Action française et professeur agrégé de lettres modernes, va nous parler de l'école républicaine. Faut-il la sauver? L'éducation nationale étant en crise depuis moult années, je pense que le sujet va nous passionner. Et je lui laisse la parole. Voilà, en plus j'ai compris que j'avais un auditoire d'enseignants, enfin en partie en tout cas, en grande partie. Donc je vais devoir surveiller mes propos et mes propositions. Alors, pourquoi, je prends la suite un peu de ce que vous venez de dire, pourquoi aborder ce sujet aujourd'hui? Alors il y a des raisons d'actualité, évidemment. Et puis, il y a des raisons plus profondes. Et en ce qui me concerne, évidemment, il y a un intérêt tout particulier puisque je suis moi-même professeur de lettres, donc. J'enseigne dans un lycée lyonnais. Ceux qui connaissent, c'est le lycée Jean-Baptiste de La Salle, donc qui est à la Croix-Rousse, sur les pompes de la Croix-Rousse. J'enseigne depuis une dizaine d'années. Et je suis titulaire dans cet établissement depuis le début, en fait. J'ai fait mon année de stage, puisqu'à l'époque, on avait encore la véritable année de stage avec une seule classe, et on avait une formation en parallèle, donc dans un autre établissement. Mais ensuite, je suis resté dans cet établissement-là, et j'enseigne actuellement à une classe de seconde, une classe de première ES, donc une série générale, et la littérature en terminale L. Donc je pense que c'est intéressant de préciser ça, parce que voilà, moi je suis d'abord quelqu'un qui pratique ce métier, quelqu'un qui constate effectivement un certain nombre de choses depuis 10 ans. Alors la fameuse baisse du niveau, je dirais qu'elle n'est pas linéaire. Vous voyez, dans l'expérience que j'en ai, j'ai certaines années de bonne classe, et voilà, cette année par exemple j'ai une classe de première dont je suis absolument content. En revanche, ma classe de terminale littéraire, c'est un peu plus compliqué, et il y a effectivement un grand nombre d'élèves qui certainement à une autre époque, pas si lointaine, n'auraient pas suivi des études générales jusqu'au baccalauréat. Et puis, il faut quand même reconnaître que aujourd'hui, sur un paquet de copies de lycée, on a quand même souvent l'impression, quand c'est une dissertation littéraire, un commentaire littéraire, qu'on demande à des élèves de faire ce genre d'exercice, alors que manifestement ils n'ont jamais lu et que par ailleurs ils ne savent pas non plus écrire. Donc il y a bien un problème. Il y a bien un problème. Il faut le relativiser. C'est vrai que ça n'est pas une descente en ligne droite, mais il y a quand même un problème. Donc ça, je peux en témoigner. Bon, alors l'autre chose qui m'amène à en parler ce soir, parce que Michel m'a gentiment proposé d'intervenir sans même me donner de sujet, en fait, en me disant, voilà, tu as envie de parler de quoi? Donc, pourquoi ce soir je parle d'éducation, alors qu'il m'est arrivé de parler de beaucoup d'autres choses, y compris ici, puisque j'avais fait une conférence sur le féminisme, voilà. Donc, oui, qui avait été très animé, le débat avait été très animé. Et bien, l'autre raison, c'est la lecture en fait que j'ai faite récemment de ce livre. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui est vraiment remarquable. Donc Yves Morel, La fatale perversion du système scolaire français. Le titre est un peu brutal. C'est chez Via Romana, une maison d'édition catholique, on va dire, proche de l'Institut du Bon Pasteur. Moi, je connais la maison d'édition par l'abbé de Tanoirne, en fait. Et j'ai entendu parler du livre d'Yves Morel sur Radio Courtoisie.
voilà, je ne sais pas si vous écoutez Radio Courtoisie, vous savez que maintenant on peut l'écouter partout avec Internet, hein, donc avant c'était réservé aux Parisiens. Et il y avait Radio Courtoisie, il y a de tout, hein, mais il y avait une émission de débat où, sur l'éducation, Yves Morel était invité, et c'était une des premières fois que j'entendais quelqu'un aller un peu plus loin dans sa critique des évolutions de l'éducation que simplement les années 60 et la critique de ce qu'on appelle le pédagogisme. Puisqu'en général, ça sera l'objet de ma première partie, mais en général, on ne sort pas de cette opposition entre néo-républicains, on va dire, classique, et puis pédagogiste. En général, on ne va pas plus loin. Là, c'est quelqu'un qui est un historien, puisque il a travaillé notamment sur le 19e siècle, et qui nous parle vraiment de l'évolution du système scolaire français, de la Révolution à nos jours, on va dire, en montrant que le problème, puisqu'il y a problème, a des racines bien plus lointaines que simplement la massification et les nouvelles pédagogies dans les années 60-70. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Surtout quand on est comme moi, par ailleurs, responsable d'un mouvement politique, disons, contre-révolutionnaire, monarchiste, et qu'on est, c'est vrai, toujours un petit peu mal à l'aise de simplement soutenir le retour à la bonne vieille école de Jules Ferry, comme on nous le propose souvent. Donc il me semble que c'est vraiment intéressant de pouvoir aller un peu plus loin. Bon, et enfin, la dernière raison, c'est l'actualité du sujet, puisque, ça vous a pas échappé, nous sommes en plein cœur des élections présidentielles. Comme à chaque élection, la question de l'école est abordée par les candidats. Elle est l'enjeu d'un certain nombre de discours démagogiques, ça c'est évident, des deux côtés d'ailleurs, puisque on annonce des recrutements mirifiques chez François Hollande, et puis on ressort le bon vieux discours sur les profs qui ne travaillent pas du côté sarkozyste, en faisant mine de croire évidemment que le travail des enseignants se limite à leur travail devant les élèves. Pour ceux qui, parmi vous, enseignent en lycée, vous savez très bien que c'est pas la partie la plus longue et la plus pénible du travail. Voilà. Donc, il y a de la démagogie, disons, des deux côtés. On y reviendra sans doute dans la troisième partie, quand j'essaierai de faire quelques propositions. Alors, je vais d'abord poser un peu un constat, notamment un constat des débats, du débat actuel, tel qu'il est un petit peu monopolisé par deux courants, on va dire. Les croisés de l'école républicaine, comme les appelle Yves Morel, et puis les pédagogistes. Ensuite, j'essaierai de critiquer la manière dont le débat est posé, en distribuant d'ailleurs, comme le fait Yves Morel aussi, les coups des deux côtés, hein, parce que les deux côtés ont des torts. Et enfin, j'essaierai de dépasser cette opposition par un certain nombre de propositions. Et là, je me distinguerai un peu de cet auteur dont je vous parle depuis le début, là, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur tout. J'ai amené aussi avec moi mon Jean-Paul Brigelli, donc, qui est le plus connu des contempteurs de l'école moderne, de la pédagogie, de la nouvelle pédagogie, etc. Et puis, quand même, un classique aussi, Montaigne, parce qu'on verra que, certes, il faut critiquer le pédagogisme, mais c'est peut-être pas une raison pour enterrer avec la pédagogie. C'est un peu trop souvent le cas. Voilà. Alors, le débat, le constat du débat actuel tel qu'il est posé. Alors d'un côté, nous avons ce qu'Yves Morel appelle les croisés de l'école républicaine, c'est-à-dire les partisans d'une conception traditionnelle de l'école. Alors on peut détailler les éléments de cette conception traditionnelle de l'école. La fameuse sanctuarisation, vous avez sans doute déjà entendu cette idée, hein, la sanctuarisation. Donc l'école doit être coupée, vraiment de la société,
Alors, ça peut recouvrir un certain nombre de choses, ça, hein. Je dirais que parfois c'est légitime comme idée, hein. Effectivement, l'école n'est pas là simplement pour reproduire le fonctionnement de la société, hein. Elle n'est pas là non plus pour importer les problèmes sociaux en son sein. Mais cela dit, c'est aussi une façon de couper la formation des réalités aussi. C'est une façon sans doute de rendre aussi l'école peut-être un peu dysfonctionnelle. Et ça, ce sera peut-être intéressant d'y revenir. Donc la sanctuarisation, le primat de l'instruction sur l'éducation, hein, ou de l'institution, comme aurait dit Montaigne au XVIe siècle. Donc l'instruction, le savoir, hein, est beaucoup plus que la pédagogie, hein, ou l'éducation. La défense de l'autorité des maîtres, il y a de très bonnes choses dans tout ça, hein. La défense d'une certaine exigence, la nécessité des redoublements, des examens, la défense justement des examens et la critique de toutes les formes de contrôle continu qu'on essaie d'intégrer parfois pour aller contre le principe des examens. La défense des notes, hein, de la relation magistrale entre le professeur et la classe, la défense même de la classe, puisque c'est une notion qui est contestée aujourd'hui. Voilà, donc tout ça, c'est le discours de ce que notre auteur, Yves Morel, appelle les croisés de l'école républicaine. Ce sont en quelque sorte des gens qui sont des conservateurs, au bon sens du terme, hein. Et ils ne viennent pas, d'ailleurs, ces gens-là, forcément, de la droite. Il faut bien le concevoir. Jean-Paul Brigelli, qui est donc le plus connu, sans doute, un des plus médiatiques, avec son livre « La fabrique du crétin », qui a été réédité en poche. Puis c'est vrai que c'est un personnage haut en couleur, amusant, qui n'hésitait pas à aller porter la contradiction à Richard Descoings, à Sciences Po, avec énormément de talent et d'humour. Donc c'est quelqu'un qui vient de l'extrême gauche, Brigelli. Et par exemple, autre exemple très connu, Natacha Polony, que maintenant tous les Français connaissent puisqu'elle est sur le plateau de Laurent Ruquier là, le samedi soir en remplacement d'Éric Zemmour. Natacha Polony, elle a aussi beaucoup écrit sur ces questions. Elle est tout à fait dans la même ligne. Ce sont d'ailleurs deux collègues, puisque ce sont deux professeurs de lettres. Disons que elle, par exemple, elle vient du MDC, puisqu'elle était responsable des questions d'éducation à l'époque donc du mouvement des citoyens, donc l'ancien nom du mouvement de Jean-Pierre Chevènement. Elle vient de là. Et elle est passée par Marianne. Et aujourd'hui, elle est au Figaro. Elle fait penser un peu à ces gens comme Ménard, comme d'autres, les nouveaux réactionnaires, hein, qui viennent de la gauche et puis qui évoluent, etc. Bon, donc des conservateurs. Pas forcément, donc le mot n'est pas forcément péjoratif dans ma bouche. Et puis de l'autre côté, vous avez donc ceux qu'on appelle les pédagogistes, enfin que leurs adversaires souvent appellent les pédagogistes. Alors eux sont les tenants du principe de l'élève au centre du système éducatif, selon la formule officielle, hein, de la loi d'orientation de l'école de 1989. Hein, c'est l'élève qui est au centre du système. Alors cette formule-là, elle est vraiment critiquée énormément par les croisés, ceux que Yves Morel appelle les croisés, donc, qui voient évidemment une destitution du savoir. Donc les pédagogistes sont favorables à ce modèle. Ils sont favorables, eux, au primat de l'éducation sur l'instruction. Enfin, c'est un peu l'inverse, hein, des précédents. Ils défendent toutes les nouvelles formes de pédagogie, issues un petit peu de la pensée 68, mais pas seulement. Alors là aussi, j'y reviendrai dans ma troisième partie, parce que les pédagogies actives, développer l'autonomie de l'élève, la pédagogie différenciée, toutes ces choses-là, figurez-vous qu'on les trouve chez Rabelais, chez Montaigne, etc.
C'est pas non plus simplement une pensée gauchiste qui serait apparue comme ça, ex nihilo, à l'occasion de 68. Hein. Chez Rousseau aussi. Chez Rousseau aussi. Enfin, disons que j'ai moins de sympathie pour Rousseau, a priori. Alors, ces gens-là sont aussi des détracteurs des notes, de la sanction, du redoublement. On peut dire qu'ils ont un peu inspiré le fameux slogan qui est une formule de Chevènement, hein, les 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. Hein. Ils ont inspiré aussi la formation des enseignants à travers les IUFM. Bon, et puis puisque j'ai cité des noms, le grand représentant que tout le monde connaît, c'est Philippe Mérieux, vice-président du conseil régional Rhône-Alpes, grand spécialiste des sciences de l'éducation, très, très discuté. Là, pendant les présidentielles, il faisait partie des soutiens d'Eva Joly. Voilà. Alors là, pour le coup, c'est plutôt un courant, effectivement, qu'on peut situer à gauche, mais là aussi, pas seulement. Pas seulement. La meilleure preuve, c'est que leurs idées inspirent quand même, ont inspiré, les choses évoluent. Maintenant, je dirais que les croisés sont en train aussi d'influencer l'institution. C'est ça la nouveauté. Mais jusqu'à présent, on va dire jusqu'à Sarkozy, c'était l'autre camp qui inspirait nettement les programmes, les réformes, les ministres, qu'ils soient de gauche ou de droite. Hein. Voilà. C'était donc le pédagogisme qui avait le vent en poupe. Et il faut le reconnaître, n'y voyez pas de relation avec mes positions récentes, mais il y a un fléchissement, en tout cas, sous l'actuelle présidence. Hein. C'est évident. Donc je dis ça parce que, voilà, il y a eu un débat chez nous, comme partout, hein, sur le second tour, et que j'ai plutôt fait savoir qu'en ce qui me concernait, je considérais qu'il fallait quand même voter pour le moins pire. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le point de vue de tout le monde. Voilà. Bon, alors, je vais vous faire une petite citation intéressante, je pense, de la 4e de couverture, en fait, du livre, justement, de Jean-Paul Brigelli, donc le best-seller de l'antipédagogisme. Voilà ce qu'on peut y lire. Bon, je peux le lire là ou là, mais peu importe. Nos enfants ne savent plus lire, ni compter, ni penser. Le constat est terrible, et ses causes moins obscures qu'on ne veut bien le dire. Bon, il y a un peu de caricature quand même. Un enchaînement de bonnes intentions, mal maîtrisées, et de calculs intéressés, a délité en une trentaine d'années ce qui fut l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Alors, là aussi, on y reviendra, mais je ne pense pas ce soit seulement des bonnes intentions. Voilà, c'est là le problème. On ne peut pas seulement pointer les bonnes intentions qui auraient échoué, etc. Et quant à savoir si c'était le meilleur système éducatif au monde, là aussi, on pourra en discuter. Je continue la lecture. Faut-il incriminer les politiques, les profs, les parents, les syndicats, les programmes ? En tout cas, la nouvelle pédagogie a fait ses preuves. L'école a cessé d'être le moteur d'un ascenseur social défaillant. Ceux qui sont nés dans la rue, désormais, y restent. Dès lors, que faire ? Là aussi, je pense qu'il y a beaucoup à discuter là-dessus. Bon, je vais pas trop me répéter, mais vous verrez que voilà, l'ascenseur social de l'école ferriste, c'est à discuter. Hein. Alors, donc nous avons affaire à une querelle bien française, hein, une nouvelle querelle des anciens et des modernes, n'est-ce pas, pour reprendre la célèbre formule. Alors, je vais essayer de montrer maintenant, comme je l'ai déjà un peu dit par un certain nombre d'effets d'annonce, que ce débat est mal posé. Il est mal posé parce que les uns souffrent d'une certaine cécité, on va dire, ne voient pas peut-être toute la dimension du problème,
donc les croisés, ceux qui dénoncent la situation. Et puis de l'autre côté, il faut reconnaître qu'il y a quand même un fiasco du pédagogisme. Ça, c'est évident. Alors d'abord, les croisés ont la mémoire courte. Parce que quand on nous parle de l'ascenseur social, de l'école républicaine de jadis, il faut y regarder de plus près. Moi, c'est vrai que je suis né en 1974, donc la loi Haby, le collège unique, c'est 1975. J'ai pas du tout connu le système antérieur. Voilà. Mais enfin, j'en ai quand même entendu parler, et puis je me suis un peu renseigné, j'ai lu. La réalité, évidemment, c'est que l'école de la Troisième République était une école dualiste, un dualisme tout à fait clair et net. C'est-à-dire, je vous apprends rien, hein, mais peut-être les plus jeunes vont l'apprendre, c'est différent. Il y avait d'un côté l'enseignement primaire et ses suites naturelles, donc le primaire supérieur, les collèges techniques, ces choses-là, et puis les écoles normales d'instituteurs, voilà. Et puis de l'autre côté, le lycée. Voilà, le lycée d'État, le lycée napoléonien, avec une formation classique. Et ma foi, ces deux systèmes cohabitaient sans vraiment se croiser. On suivait l'un ou l'autre. Voilà. Et le lycée d'État commençait très tôt, il commençait à la 6e. Et même certains lycées avaient des petites classes de lycée, donc avant la 6e. Donc pendant que certains élèves allaient à la communale, étaient de toute façon destinés à arrêter leurs études relativement tôt, les autres faisaient du latin dès l'école primaire et étaient destinés au lycée et aux études supérieures. Voilà, donc il y avait quand même une école républicaine qui était très égalitaire dans ses principes, dans son discours, conformément, je dirais, à l'idéologie républicaine, mais dans les faits, on avait un véritable dualisme et un système finalement assez conservateur. Voilà. Et qui avait d'ailleurs le mérite de fonctionner, hein, qui avait le mérite de fonctionner, de donner une éducation de base à l'ensemble de la population, et par ailleurs de former des élites pour servir l'État. Voilà. Et c'est comme ça que le système avait été pensé, d'abord par Napoléon en ce qui concerne le secondaire, le lycée, et puis par Guizot, sous la monarchie de Juillet, en ce qui concerne l'enseignement primaire. Puisque Ferry n'a rien inventé, vous le savez sans doute, tout le système est en place, les lois Guizot, c'est au début du règne de Louis-Philippe, donc ça doit être 1832 ou 1833, obligation est faite à toutes les communes de plus de 500 habitants d'avoir une école de garçons, et ensuite ce sera l'obligation d'avoir une école de filles pour les communes de plus de 800 habitants. Voilà. Et tout ça sera perfectionné sous le Second Empire, notamment par Victor Duruy, donc ministre de l'Éducation d'Émile Ollivier, le dernier chef du gouvernement de Napoléon III. Voilà. Alors ce que va faire Ferry, c'est qu'il va enlever, pour faire simple, il va enlever les curés, hein, il va laïciser tout ça, et il va en faire un instrument au service de la consolidation du régime républicain. Voilà. Mais les choses sont déjà en place. Et ce système dualiste, éducation de base pour le peuple et éducation élitiste au niveau du lycée pour la bourgeoisie et pour former des cadres de l'État, c'est un système qui va perdurer et qui n'est pas du tout égalitaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors là, pour le coup, Philippe Mérieux a beau jeu de faire remarquer que quand on nous dit 15% qui ne savent pas ceci ou cela à tel stade, en 6e, en seconde, si on regarde les pourcentages, oui, mais si on regarde de manière absolue, effectivement, Philippe Mérieux a beau jeu de faire remarquer à ses adversaires que tout dépend le chiffre que l'on prend. Il y avait beaucoup moins d'élèves dans le secondaire. Donc même si 15% échouent, ceux qui réussissent sont infiniment plus nombreux que jadis, quoi. Donc il faut quand même avoir ça en tête.
Deuxième point, alors, c'est extrêmement important. Le principal changement, ce n'est pas le pédagogisme, c'est l'unification du primaire et du secondaire, alors planifié à la Libération par le plan Langevin-Wallon et réalisé dans les années 70 avec la loi Abi. Ça, c'est extrêmement important et c'est, je pense, le véritable cœur du problème, c'est-à-dire qu'on a créé un système unique qui n'existe pas ailleurs, en général, dans les pays voisins, par exemple. On a créé un système unique dans lequel on fait entrer tous les élèves et dans lequel ils restent très longtemps. Et on a dévalorisé l'enseignement professionnel, l'enseignement technologique, etc. Et cette massification et cette unification du primaire et du secondaire, souvent n'est pas tellement pointée du doigt par les croisés, justement, par les croisés de l'école républicaine. J'écoutais un entretien donné par Natacha Polony pour un think tank qui s'appelle le Club Jade, où elle parlait de coïncidence. Elle disait, ah oui, c'est malheureux, c'est au moment où l'école est devenue une école de masse, l'enseignement secondaire est devenu un enseignement de masse, que sont apparues les nouvelles pédagogies, cette façon absolument invraisemblable d'enseigner, etc. Donc c'est une coïncidence. Une coïncidence. Alors qu'évidemment, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre qu'on a là au contraire un lien de cause à effet. On a un lien de cause à effet. Le changement du public fait que les méthodes, disons, traditionnelles ne pouvaient qu'être amenées à changer. Enfin, il ne pouvait y avoir qu'un bouleversement dans les méthodes. Bon. Et puis, par ailleurs, Brigelli et d'autres. Alors, Brigelli, il faut reconnaître qu'il est contre le collège unique maintenant, puisqu'il a récemment adhéré, je crois, au SNALC, qui est un syndicat qui fait campagne contre le collège unique. Donc, mais c'est vrai que dans la fabrique du crétin, il n'en parle quasiment pas. Hein. Il ne fait quasiment jamais le lien entre le problème de la massification et le problème du pédagogisme. Ce qui est quand même, à mon avis, assez curieux. Bon. Donc, ce qu'il faut quand même considérer, c'est que parmi les gens qui critiquent aujourd'hui la nouvelle pédagogie et qui sont issus de la gauche et qui sont issus, par exemple, du syndicalisme enseignant, puisqu'il y en a, il faut quand même qu'ils considèrent aussi que ce qui s'est produit à cette époque, dans les années 60-70, c'est fait avec la collaboration du corps enseignant. Alors, collaboration active et enthousiaste du côté des instituteurs, qui voyaient une manière de coloniser le secondaire, collaboration plus réticente du côté des enseignants de lycée, qui voyaient bien arriver le problème, et la fameuse baisse du niveau qui n'a pas manqué de se produire, mais quand même qui par ailleurs voyaient aussi la possibilité d'avoir plus de postes, voilà. Donc bon, je rentre pas dans le détail. Alors Yves Morel le fait un petit peu, il étudie la position des syndicats, comment ils ont évolué, etc., les dissensions entre eux, mais voilà, il y a quand même, les choses se sont pas faites toutes seules. Donc il faut peut-être le rappeler aussi. Alors, du côté des pédagogistes, quel est le problème ? Ils ont développé en fait des réponses à cette massification. Mais ces réponses ne fonctionnent pas. Et pourquoi ne fonctionnent-elles pas ? C'est très simple. Elles sont basées sur l'autonomie de l'élève. Autonomie, participation, travaux de groupe, travaux dirigés, les TPE au lycée, etc. Autrement dit, des activités qui demandent déjà un certain savoir, une certaine maîtrise, des activités qui, finalement, privilégient, favorisent les élèves déjà sérieux, déjà efficaces, et qui, au contraire, ne font qu'enfoncer les élèves en difficulté
ceux qui auraient justement besoin d'une formation de base, classique, extrêmement directive. Voilà. On demande finalement à des élèves qui ne connaissent rien, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire, d'être autonomes, de se mettre par groupe de 2 ou 3, d'aller au CDI, faire des recherches documentaires, de produire des dossiers, taper sur ordinateur, de rédiger des bibliographies. Enfin, invraisemblable. Il n'y a vraiment que dans les établissements élitistes qui, justement, par des biais détournés, options et autres, échappent à la massification, que ce genre de modèle fonctionne. Dans un lycée ordinaire, avec des élèves ordinaires, et je ne parle même pas des lycées difficiles, ce mode d'enseignement est totalement inadapté. C'est Jean-Baptiste de La Salle, moi j'enseigne dans un établissement lassalien, c'est Jean-Baptiste de La Salle au XVIIe siècle qui a inventé le système que l'on connaissait, disons, traditionnel, avec le professeur qui parle de façon magistrale à toute une classe en même temps, etc. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il s'adressait à des milieux populaires, défavorisés, voilà. Et donc il fallait un modèle simple, avec de la discipline, c'était un système qui était pensé pour un enseignement élémentaire. Voilà. Et le système développé par les IUFM, par Mérieux, etc., c'est au contraire un fonctionnement qui n'est valable que pour une élite. Donc c'est totalement aberrant. Donc c'est un fiasco, c'est évident. Un fiasco qui s'ajoute à l'autre fiasco. Vous voyez un petit peu le problème. C'est-à-dire que la massification est en soi un problème, je pense que c'est le problème principal. Vouloir faire réaliser le même parcours à tout le monde, vouloir en fait ce que Jacques Lang appelait l'école élitaire, c'est-à-dire l'école à la fois élitiste et égalitaire, hein, le cercle carré. Donc on veut faire ça, premier problème, et en plus on rajoute cette nouvelle pédagogie censée aider les élèves en difficulté et qui en fait ne favorise que les meilleurs élèves. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait là un problème. Et c'est d'autant plus, tout cela est d'autant plus embêtant qu'aujourd'hui, le problème qui se pose au secondaire commence à se poser au supérieur et rejaillit également sur la formation des enseignants eux-mêmes. Puisque tous les élèves qu'on amène au baccalauréat, à qui on donne le baccalauréat, qui effectivement maintenant sanctionne plutôt un niveau d'études que n'est un véritable examen en fait, eh bien, et se retrouve dans le supérieur. Donc la fameuse baisse du niveau est sensible aussi maintenant à l'université. Le fait de vouloir développer la pédagogie, l'éducation au détriment de l'instruction, des savoirs savants, comme on dit dans le vocabulaire de l'IUFM, fait qu'aussi on réforme les concours dans le sens où l'on introduit de plus en plus de didactique, de pédagogie dans les concours eux-mêmes et on diminue la part qui est consacrée vraiment au savoir disciplinaire. Et alors, s'ajoute à ça la malheureuse réforme de la masterisation, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est vraiment triplement catastrophique, puisque elle consacre à la fois la baisse du niveau des enseignants, parce que comme on veut les obliger à faire en même temps un master professionnel en sciences de l'éducation et à passer un concours la même année, autant vous dire que c'est impossible. Donc, le concours, on va diminuer les exigences du concours. On a supprimé, par exemple, en lettres modernes, on a supprimé la moitié des épreuves du CAPES. On est passé de 4 à 2. Voilà. Donc, on supprime la moitié des épreuves. Voilà, c'est plus simple. Hein. Notamment, ce qu'on a supprimé, c'est le latin. Enfin, c'est-à-dire, c'est l'épreuve de langue, qui pouvait être le latin ou une langue vivante. On a supprimé l'épreuve de langue. Et puis, on a fondu dans une même épreuve, ce qui jadis était l'épreuve de grammaire historique, d'ancien français, et l'épreuve de grammaire et linguistique, l'épreuve de grammaire et stylistique aussi, on dit, donc l'épreuve de grammaire moderne. On les a fondus en une seule.
et puis on a gardé une composition, une dissertation. Voilà, donc je parle de ce que je connais, je parle des lettres. On réduit le concours. Et puis, de l'autre côté, évidemment, faire un mémoire, un véritable mémoire de recherche la même année qu'on prépare un concours, c'est pas à la portée de tous les étudiants. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un mini-mémoire, on fait un demi-mémoire. Voilà. Moi, j'ai encore connu la maîtrise. Je sais que l'année où j'ai passé ma maîtrise, d'abord, je ne faisais que ça. Et puis, on devait rédiger un travail qui faisait au minimum une centaine de pages, avec une grosse bibliographie. Enfin, c'était un vrai travail de recherche. Là, j'en parlais avec une amie qui a eu le concours l'année dernière, qui était en fait la stagiaire de ma stagiaire. C'est un peu compliqué, parce que l'an passé, c'était vraiment très très compliqué. Et puis, on demandait aux stagiaires les stagiaires étaient remplacés pendant un mois par des gens qui eux-mêmes passaient le concours, qui n'avaient pas encore réussi, et qui venaient un mois prendre les élèves des stagiaires de premier niveau, on va dire. Bref. Et donc, elle m'expliquait qu'en fait, au début de l'année, on leur avait demandé un mémoire de 100 pages, et puis qu'en cours d'année, on avait fini par leur dire que non, finalement, c'était 50 pages. Vous voyez qu'on ne s'était pas rendu compte au départ du problème. Finalement, on a réduit là aussi les exigences. Et puis, elle faisait un mémoire qui était totalement hybride, puisqu'elle travaillait à la fois sur un sujet donc de lettres modernes traditionnelles. Alors, je crois que c'est un travail sur Flaubert, alors je ne sais plus quelle était la problématique, mais il y avait une vraie problématique. Et d'ailleurs, elle était attachée à son sujet, et ça lui a plu de travailler sur son sujet. Mais on la contraignait en même temps qu'elle devait traiter sa problématique sur Flaubert, à intégrer dans son mémoire déjà réduit une partie à la transposition didactique. Donc sur les 50 pages, il fallait en plus consacrer une bonne part à dire comment ce travail scientifique pouvait être utilisé devant des élèves dans un contexte précis, ce qui pour un étudiant qui n'a jamais enseigné est une abstraction totale. Et même à ajouter dans chaque chapitre, donc pas seulement à la fin, mais même dans chaque chapitre, un élément de transposition didactique. Voilà, donc quelque chose de complètement hybride, d'ingérable. Elle me disait même qu'à un moment donné, elle avait dû se poser la question, est-ce que je privilégie le mémoire ou le concours ? Enfin, il fallait choisir en quelque sorte, tellement ça devenait impossible. Donc voilà, donc autrement dit, les sciences de l'éducation n'y gagnent rien, les concours n'y gagnent rien non plus. Et on mène une vie impossible aux candidats. Du coup, plus personne ne veut passer ces concours. Ça aussi, c'est un problème. Non, mais vraiment, c'est vraiment une catastrophe. Et alors, j'ajoute, pour être complet, que ces étudiants qui arrivent à obtenir le concours dans ces conditions vont se retrouver l'année suivante devant des classes vous me direz, dans le passé, c'était comme ça aussi. Hein. Mais ce sont tout à fait les mêmes classes quand même. Hein. Ils vont se retrouver avec un temps complet devant des classes, par exemple des classes de lycée, y compris des classes à examen. Alors que c'est pas normal, d'ailleurs, c'est même pas légal, mais enfin, ça se fait. Hein. Moi, j'ai vu ça dans mon établissement. Donc, on va avoir quelqu'un qui arrive de ce système-là qu'on vient de décrire et qui va se retrouver avec des classes de première en français à préparer les élèves au baccalauréat. Hein. Temps complet. Donc pour un certifié 18 heures, par exemple, ça peut très bien être 3 classes de première, hein, pourquoi pas, ou deux classes de première, 2 classes de seconde, enfin peu importe. Et, voilà, oui, en l'occurrence, alors ma stagiaire de l'an passé, qui n'était pas d'ailleurs officiellement ma stagiaire, c'est un peu compliqué, elle avait, je crois, non, elle avait 2 niveaux, elle avait seconde première, voilà, seconde première. Mais elle aurait très bien pu avoir 3e, seconde, première, par exemple. Hein, voilà. Donc, et par ailleurs, un mois dans l'année, on les sortait donc de leur établissement pour suivre une formation. Voilà. Bon, enfin, donc finalement, le master théorique n'atteignait pas son but, et on a supprimé en réalité la formation pratique, qui est devenue inexistante. Parce que moi, j'ai connu une véritable formation pratique. C'est-à-dire que j'avais une seule classe en responsabilité et une formation qui était hebdomadaire. Voilà.
Donc, et la possibilité aussi d'avoir des rapports nombreux avec le maître de stage, du fait du temps libéré en fait. Hein. Voilà. Donc, bon. Alors voilà un petit peu le tableau de la situation. J'essaie de me résumer, mais on a vraiment un problème qui est lié à la massification, sur lequel il faut ajouter les nouvelles pédagogies qui ont échoué, qui sont mal pensées. Et aujourd'hui, le supérieur qui est en crise, la crise des vocations des enseignants, la crise de la formation des enseignants, etc. Alors que faire, comme dirait Lénine? C'est un casse-tête. Alors, moi, il me semble qu'il y a une première chose qu'on peut faire, et ça, il faut donner raison sur ce plan aux croisées de l'école républicaine, on peut restaurer quand même l'enseignement primaire. Parce que l'enseignement primaire, il était déjà massifié depuis le 19e siècle. Alors, on ne peut pas expliquer par la massification l'effondrement de l'école primaire. Voilà. On peut quand même remettre en cause, et c'est fait maintenant, hein, il faut pas non plus dire que rien ne se fait, hein, remettre en cause les fameuses méthodes globales d'apprentissage de la lecture. Ça, c'est quand même, voilà, maintenant c'est fait. Mais tout n'est pas fait encore. Il faudrait recentrer un petit peu les connaissances. Alors, c'est la tendance actuellement, hein, revenir aux fondamentaux, etc. Mais il faut aller encore plus loin dans ce sens. Moi, j'ai une anecdote. Je fais du sport dans une salle de sport à Lyon, et un jour j'entendais une conversation, parce que j'ai pas beaucoup de contact avec des professeurs des écoles, comme on dit maintenant, des instituteurs, mais j'écoutais quelqu'un qui parlait dans le vestiaire, et qui préparait le concours de professeur des écoles, et qui expliquait mais le nombre invraisemblable de choses qu'il fallait qu'il connaisse pour son concours, mais c'était vraiment ahurissant. L'informatique, l'anglais, le mandarin, enfin, bon, je caricature un peu, mais c'est-à-dire que vraiment, à l'école primaire, on a voulu à un moment donné faire de tout, n'importe comment, faire vraiment des expériences. On a tellement fait d'expériences, on a tellement voulu toucher à tout, que finalement, lire, écrire, compter, c'est passé un petit peu au second plan. Et là, je pense qu'à peu de frais, c'est pas une question de coût, c'est pas une question de recrutement, c'est pas une question. On peut quand même, là, pour le coup, restaurer un peu l'enseignement primaire. Voilà. Apprendre à lire, à écrire, à compter à l'école primaire. Ce que l'école guizotienne, pour ne pas dire l'école ferriste, a pu faire avec les enfants de la campagne qui parlaient patois, etc. On comprend pas pourquoi l'école primaire d'aujourd'hui ne pourrait pas le faire avec les populations des banlieues. Pourquoi ? Alors évidemment, c'est pas exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose. Il y a plusieurs problèmes. Mais d'abord, il y a le problème du contenu, effectivement. Il faut revenir aux fondamentaux. Il y a le problème aussi de la volonté, parce que les instituteurs de l'école guizotienne puis ferriste, effectivement, étaient des patriotes, étaient des gens qui avaient la volonté d'inclure dans la nation les populations qu'ils avaient devant eux. Ça a changé. Voilà. Donc il y a un problème d'idéologie aussi. Et puis, voilà, il faut faire aimer la France aussi à ces populations. Et voilà, donc il y a un vrai problème. Mais le problème, c'est qu'avant, pour empêcher de parler patois, on donnait un coup de règle sur la tête. Alors, je sais pas si là, maintenant. Voilà. Voilà, mais cela dit, là, on en reste quand même à un problème. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'école primaire, il me semble qu'on en reste à un problème idéologique, à un problème vraiment didactique, un problème de contenu, un problème d'enseignement. C'est moins difficile, je pense, quand même, que l'enseignement secondaire. Voilà. Donc, pourquoi pas ? Et là, on peut donner raison à Briguelli, etc. Là, effectivement, il faut mettre un peu un coup de pied là-dedans et changer les manières de faire, etc. Et heureusement, c'est quand même une tendance qui gagne du terrain.
Alors, deuxième proposition. Alors, c'est là que ça devient beaucoup plus polémique, parce que même les croisés, ils sont pas forcément tous d'accord là-dessus. Mais moi, j'y tiens beaucoup. Il faut démassifier le secondaire. Il faut démassifier le secondaire. Alors là, évidemment, on va perdre tout de suite toute la gauche. Hein. C'est rapide. Hein. Autant sur le retour aux fondamentaux, il peut y avoir un compromis assez général. Autant là, voilà, il va y avoir une différence très nette. Donc, diversifier le secondaire, remettre en cause le collège unique, revaloriser l'enseignement technique, développer l'apprentissage. Enfin, là aussi, des choses disons dans l'actuel mandat du président Sarkozy, là, il y a eu des tentatives dans ce sens. Alors évidemment, qui se sont heurtés tout de suite à des refus, à des oppositions, etc. Mais il y a quand même mais là c'est vraiment des petites tentatives extrêmement prudentes, timorées. Hein. Voilà. On parle beaucoup du modèle allemand. Alors c'est peut-être l'occasion justement de parler du modèle allemand. On en parle à peu près pour tout. Parlons-en pour l'éducation, et pas seulement pour les rythmes scolaires. Parce que, bien sûr, il y a les rythmes scolaires, c'est vrai que le modèle allemand, de ce point de vue, n'est pas idiot. Hein. Nos élèves à nous, qui sont coincés comme ça, dans des salles de classe, de 8h du matin à 17h le soir, à passer du français aux maths, des maths à l'histoire, de l'histoire à la physique, de la physique à l'éducation physique et sportive, de je ne sais quoi. Et puis qui continuent toute la semaine comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu aberrant. Là pour le coup, moi je rejoindrais plutôt les pédagogistes que les croisés de l'école républicaine, parce que là il faudrait quand même manifestement changer quelque chose. Là au contraire c'est nos amis Brigelli et autres qui vont être contre les changements, malheureusement. Donc le temps scolaire, les vacances, et oui il faut faire quelque chose. On n'arrive jamais à le faire, mais il faudrait arriver à faire quelque chose, à réduire un peu, pas complètement, mais à réduire un peu le temps des vacances scolaires. La bataille du mois de juin. Franchement, depuis que j'enseigne, j'en entends parler, j'ai jamais rien vu. Hein. Jamais rien vu. Alors, il y a une année où les choses étaient un petit peu décalées. Moi, je suis dans un lycée où on est centre d'examen. Alors, il me semble bien qu'une année, on est peut-être allé au bout de la deuxième semaine du mois de juin. Alors, là, dès l'année suivante, on est revenu à la première semaine. Hein. Donc, voilà, j'ai jamais rien vu vraiment de ce côté-là. Donc, les rythmes scolaires. Mais bon, passons. Ça, c'est secondaire par rapport à ce que je voulais dire. Mais regardons le reste du système allemand. L'apprentissage en Allemagne, c'est extrêmement important à développer. Le partenariat entre l'école et les entreprises, c'est extrêmement développé. La diversification du secondaire, c'est un fait, puisque, alors je suis pas spécialiste, hein. J'avais demandé à une collègue, professeure d'allemand, de m'éclairer un petit peu, mais finalement elle m'a pas répondu. Alors, j'ai dû me débrouiller moi-même. Alors, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait des recherches sur Internet, etc. Bon, j'ai constaté quand même, a priori, que dans le système allemand, vous pourrez peut-être me contredire si vous connaissez mieux, à la fin de l'enseignement primaire, donc au niveau de la 6e, on opte finalement pour ce qu'ils appellent, alors on va dire, il y a trois choses, 4 même maintenant. Il y a l'enseignement professionnel, l'enseignement intermédiaire, alors moi j'ai envie de dire, pour prendre le vocabulaire français, technologique, et l'enseignement général, le gymnasium. Gymnasium, c'est le lycée classique. Voilà. Et puis, donc les autres, alors je crois que c'est Hauptschule et Realschule. J'espère que je le dis bien, j'ai fait de l'allemand un petit peu, mais il y a très longtemps. Donc Hauptschule, je crois que c'est l'enseignement professionnel. Realschule, ça doit être l'enseignement technologique, intermédiaire. Et puis Gymnasium, c'est le lycée classique, avec deux versions maintenant, parce que la durée des études secondaires en Allemagne était plus longue d'1 an, je crois, par rapport aux autres pays européens. Et donc, il y a une forme de gymnasium qui conserve cette durée un peu plus longue, et une autre forme qui s'est alignée sur les autres systèmes scolaires. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. C'est un système, donc, qui n'est pas du tout unitaire. Hein, c'est un système dans lequel... Alors, il y a des passerelles, évidemment. Hein, évidemment, c'est souhaitable. C'est souhaitable de ne pas enfermer les élèves dans une voie... non, les meilleurs élèves de l'enseignement professionnel peuvent aller vers l'enseignement technologique, de l'enseignement technologique vers l'enseignement général. De l'enseignement général, on peut aller au contraire vers l'enseignement technologique, etc. Donc il y a des passerelles. C'est un système diversifié, mais qui a l'air de fonctionner en tout cas. Parce que si mes chiffres sont exacts, on déplore en France le chômage des jeunes, je crois que c'est 20% dans les moins de 25 ans.
ou pas loin. En Allemagne, je crois que c'est 8%. Bon, alors manifestement, ça fonctionne. Alors, c'est pas la seule raison, évidemment, parce que globalement, le chômage est moindre en Allemagne aussi. Mais il est relativement moindre, enfin, c'est encore plus vrai pour le chômage des jeunes. Donc, quand même, il y a quelque chose. Alors, ensuite, donc une fois si on arrivait, alors là, c'est très théorique parce que réformer le mammouth, comme disait Claude Allègre, en finir avec le collège unique, on voit mal vraiment qui pourrait le faire, hein, qui aurait le courage de le faire. Enfin bon, si on arrivait à le faire, ce qui serait souhaitable, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore ensuite? On pourrait remettre en place un lycée général exigeant, effectivement. Et là, on pourrait reprendre un petit peu les propositions des croisés. Rétablir l'autorité des professeurs, revaloriser leur statut, restaurer le niveau des concours, etc., etc. La revalorisation du statut, moi je trouve que c'est quelque chose qui est légitime, c'est vraiment une demande qui est légitime. Mais à condition de pas par ailleurs réclamer aussi les 60 000 postes, etc. Il faut être réaliste. Donc effectivement, le recrutement, c'est pas la solution. Et puis si on a un tel problème, si on a besoin d'effectifs si pléthoriques, c'est aussi à cause du problème de la massification. Donc on n'a pas besoin d'un enseignement général aussi obèse. Voilà. Mais on a besoin d'un enseignement général de qualité, élitiste, avec des professeurs bien formés, bien rémunérés, évidemment. Avec des possibilités d'évolution. Voilà, on n'en a pas beaucoup, hein. Moi, je suis entré comme certifié en 98. J'ai réussi l'agrégation en 2006. Eh ben, c'est terminé, hein. Je peux pas faire mieux, hein. C'est fini. Voilà. C'est la seule. L'agrégation, c'est la seule. Alors c'est simple, hein, il n'y a pas de grade parce qu'il y a aussi en dessous de l'UCAPES, il y a d'autres statuts inférieurs au CAPES. Il y a des statuts. D'ailleurs, c'est vraiment terrible, hein. Si vous connaissez un petit peu des gens qui n'ont pas les concours et qui enseignent. Vraiment, c'est terrifiant, hein. Comme condition, comme statut, comme condition de rémunération. Enfin, c'est vraiment terrible. Donc, il y a ces statuts-là, il y a le CAPES, et puis il y a l'agrégation. Voilà, terminé, hein. Moi, je suis au grade le plus élevé. Voilà, c'est fini. C'est comme si j'étais général. Oui, sauf que dans l'armée, il n'y a pas seulement soldat de deuxième classe. Enfin, disons, soyons pas trop caricaturaux. Disons, il n'y a pas seulement soldat de deuxième classe, sergent et général 5 étoiles. Hein. Il y a quand même un certain nombre d'autres grades. Dans l'éducation nationale, c'est quand même assez restreint. Hein. Et puis après, c'est les échelons. Et les échelons, c'est quoi? C'est l'ancienneté, hein, en fait. Hein. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, le pédagogisme. Je reviens là-dessus un petit peu. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que effectivement, le pédagogisme a montré son échec, mais ça n'est pas une raison pour refuser toute pédagogie et pour s'arc-bouter sur ce modèle dont je parlais tout à l'heure, de la classe avec 30 élèves, 40 élèves, enfermés pendant toute une journée, au garde à vous, etc. Ce système-là... je ne crois pas qu'il soit si bon que ça. Alors, il apparaît aujourd'hui merveilleux, extraordinaire, parce qu'on se réfère au passé, et pour les raisons que j'ai évoquées, les choses ont changé. Mais en soi, il n'est pas si bon que ça. Et le fait de le critiquer, le fait de le mettre en cause, ça n'est pas né avec Philippe Mérieux et avec les IUFM, etc. Et je vous disais tout à l'heure, hein, voilà, Montaigne, les essais, vous avez... une critique remarquable de ce modèle-là. Alors c'est intéressant parce qu'en plus c'est pas tout à fait ce modèle parce qu'il n'existait pas encore. Mais cela dit, le modèle que Montaigne vise ressemblait un petit peu à ce modèle qui a été adopté dans l'école française. La preuve, c'est que toutes les critiques qu'il en fait portent en fait. Hein. Donc voilà, il nous dit, vous savez, vous connaissez la formule, hein, la tête bien faite plutôt que bien pleine. Hein, donc la critique de l'entonnoir, hein, du gavage intellectuel, le souci
de faire expérimenter le savoir, de rendre justement l'élève autonome, dans une certaine mesure, de lui permettre de s'approprier son savoir. Hein. Voilà comment Montaigne s'exprime. Hein. Il parle du pédagogue. Là. Voilà comment il le voit. Je voudrais qu'il corrige ce point, donc ce point c'est le gavage, hein, c'est l'entonnoir, et que d'emblée, selon l'envergure de l'âme qu'il a en main, il commence à la mettre sur la sellette, lui faisant tâter les choses et lui faisant choisir et discerner d'elle-même, quelquefois en lui ouvrant un chemin, quelquefois le lui laissant ouvrir. Je ne veux pas qu'il conçoive et parle seul, je veux qu'il écoute son disciple parler à son tour. Ensuite, il parle de la nécessaire vulgarisation. Et puis, voilà, ça c'est intéressant. Ceux qui, comme le veut notre usage, entreprennent avec la même leçon et une mesure identique dans leur conduite, de faire cours en tant que régent à beaucoup d'esprits, de mesures et de formes si diverses, il n'y a pas à s'étonner si dans toute une population d'enfants, ils en rencontrent à peine 2 ou 3 qui produisent un juste fruit de leur instruction. Donc enseigner de la même manière à tout le monde, c'est pas forcément la meilleure, la seule et la meilleure manière de faire. De même que le gavage intellectuel, hein, c'est témoigner de sa crudité et de notre indigestion que de recracher la viande comme on l'a avalée. L'estomac n'a pas effectué son opération s'il n'a pas modifié la façon dont est formé ce qu'on lui avait donné à cuire et digérer. Bon, bref. Il y a des vérités de bon sens là, qui sont intemporelles et qu'il faut intégrer. D'ailleurs, le débat sur la manière d'enseigner a toujours existé. Yves Morel en parle aussi dans son livre. Il montre qu'au XIXe siècle, à l'époque de Guizot, hein, justement, on a fait un choix, mais il y a eu de grands débats. Et on est étonné, enfin, moi j'ai été étonné en tout cas, je ne suis pas spécialiste, de voir que ces débats étaient vraiment dans toutes les tendances politiques. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, si vous voulez, les libéraux, pour parler comme au XIXe siècle, d'un côté, et puis les ultras de l'autre, qui avaient chacun un modèle. Hein. À l'intérieur des conservateurs et des libéraux, ou progressistes si vous voulez, tout était... On envisageait toutes les possibilités. Par exemple, il y a eu une grande discussion sur ce qu'on appelait à l'époque le mode mutuel, c'est-à-dire l'idée d'un enseignement justement différencié, dans lequel les meilleurs élèves seraient les relais du professeur, éduqueraient les autres, enseigneraient aux autres, etc., qui existait dans l'école anglaise de l'époque. Et ça, c'était des choses qui pouvaient être admises et défendues autant par des libéraux que par des royalistes, des ultras. Enfin, il n'y avait vraiment pas une homogénéité politique sur ces questions. Voilà. Et alors, un dernier point aussi qui me paraît important dans les choses à faire, c'est remettre en cause, tout simplement, or c'est le point fondamental finalement, c'est remettre en cause l'égalitarisme républicain lui-même, c'est-à-dire ce qui est à l'origine de la dégradation que l'on constate, et finalement de la massification, qui n'est que la mise en conformité de l'école républicaine avec ses principes, qu'elle ne respectait pas finalement jusqu'aux années 60-70. Hein. Donc il faut remettre en cause ces principes, puisque ce sont ces principes qui mènent au problème. Hein, c'est évident. Les faits sont têtus, on ne va pas encore revenir à Lénine tout le temps, mais... Bon. Donc, l'idée selon laquelle l'école a d'abord pour but de produire l'égalité des conditions, de façonner une société idéale, de clair, hein, où tous les hommes, dans un premier temps, puis ensuite les femmes, seraient absolument égaux, identiques, similaires, voués aux mêmes tâches et au même mode de vie, au même type de vie, etc. Tout ça, c'est une aberration. Et si on y réfléchit bien, c'est un petit peu un retour aux sources, et ça me fait penser, moi, vous savez, à Chesterton, quand il dit les idées chrétiennes devenues folles.
Parce que, qu'est-ce que c'était que l'école médiévale? C'était des clercs entre eux. Donc c'était une société homogène de gens consacrés finalement à la connaissance, au savoir, etc. Qu'est-ce que c'est que l'enseignement secondaire sous l'Ancien Régime, les collèges jésuites? C'est là aussi un modèle humaniste, très élitiste, très basé sur les humanités, un savoir extrêmement poussé, extrêmement classique. Vraiment, c'est une aberration de penser que ce schéma-là peut être étendu à la totalité de la population. C'est vraiment une folie, en fait. Et c'est cette folie qu'on conçoit bien quand on la regarde comme ça sur la totalité de son développement. Hein. C'est cette folie, en fait, qui est la cause principale du problème. Il faut la remettre en cause, hein, tout simplement. Hein, l'ascenseur social, voilà, le problème de Brigelli, c'est ça. Il nous dit l'ascenseur social. Ah, l'ascenseur social est en panne. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ascenseur? C'est pas l'ascenseur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas en une génération, contrairement à ce que pense M. Descoings, que tous les enfants des banlieues vont devenir énarques. C'est ça le problème. Il faut qu'ils se prennent en charge et qu'ils prennent les escaliers. C'est ça le problème. Il ne faut pas qu'ils attendent devant l'ascenseur en panne. Voilà, et je pense que là, il y a une image intéressante. Parce que l'ascenseur, il a toujours été en panne, en fait. Il n'a jamais fonctionné, l'ascenseur. Alors, il y avait l'ascenseur, comme je disais tout à l'heure, l'ascenseur ferriste, il n'y avait pas d'ascenseur. Hein. Donc l'ascenseur, il a toujours été en panne. Il n'est pas spécialement, il n'est pas tombé en panne. Il n'a jamais existé, en fait. Voilà. Donc, il faut prendre l'escalier. Voilà, alors comment faire concrètement? Parce que là, je dis comment faire en théorie, mais comment faire concrètement? Alors, je vais terminer là-dessus, je suis désolé, c'est vraiment une conclusion qui n'est qu'une ouverture, parce que là, on est un peu démunis quand même. Hein. Alors, par une énième réforme du mammouth, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est par en haut? Alors, en tant que maurassien, j'aurais envie de dire pourquoi pas, politique d'abord. Faut bien faire quelque chose par en haut quand même. Surtout que le système est tellement centralisé, tellement monolithique que si on n'en prend pas la direction, évidemment, il ne se passera jamais rien. Donc sans doute qu'il faut réfléchir à des réformes par en haut. Mais le problème, c'est que le pouvoir, on ne l'a pas. Et que tout ça est assez lointain, que les réformes, on a vu surtout qu'elles échouaient. Donc il faut aussi s'y prendre par en bas. Certainement. Et c'est un peu ce que dit Yves Morel, là je suis d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord sur tout, on pourra en parler si vous voulez en discutant, mais il faut aussi s'y prendre par en bas, c'est-à-dire qu'il faut militer pour l'école libre, et pour l'école libre au sens vraiment le plus large, le plus plein du terme, pour, vous savez, toutes ces mesures, là, le chèque scolaire, c'est-à-dire développer en fait des solutions concurrentielles à l'éducation nationale qui permettront, alors avec une garantie par l'État des diplômes, d'une partie au moins des contenus, etc., d'enseignement, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas que n'importe quel groupe, n'importe quelle secte, n'importe quelle fasse de A à Z, tous les programmes, etc. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais mettre en concurrence le mammouth, justement, de manière à ce que tout ce qu'on souhaite voir arriver dans l'éducation se fasse au moins dans ce système concurrentiel, finalement, avant de peut-être pénétrer le mammouth lui-même. Donc voilà un petit peu l'idée. Alors c'est un peu la conclusion d'Yves Morel, là je suis entièrement d'accord avec lui, c'est qu'il faut vraiment prendre le problème des deux côtés, des deux bouts, et travailler à la fois au niveau du ministère, au niveau de ce qui existe. Et effectivement, il y a des choses qui se font, on en parlait tout à l'heure, il y a des remises en cause qui existent aujourd'hui, hein, heureusement, mais il faut aussi partir par le bas, hein, et développer l'école libre, qui en plus, de toute façon, dans le contexte actuel de crise, d'endettement, etc., de toute façon, est un principe d'économie. Un principe d'économie pour les finances de l'État. Les enfants scolarisés dans le privé coûtent moins cher que ceux scolarisés dans le public. Donc, je parle sous le contrôle d'un éminent économiste. Voilà, écoutez, je
J'en ai fini.